Le 14 octobre 1993, à 18h12 précise, Élodie Carpentier descend du bus ligne 12 à l'arrêt Porte de Valenciennes, à Lille. Elle porte un sac en toile beige sur l'épaule, un imperméable bleu marine, des baskets blanches usées par la pluie d'automne. Autour d'elle, la rue est animée mais anonyme. Des voitures passent, des gens rentrent chez eux. Personne ne la remarque vraiment. Elle traverse le passage piéton, tourne à gauche dans la rue Solferino et commence à marcher vers son studio 600 mètres plus loin. C'est un trajet qu'elle connaît par cœur, qu'elle fait chaque soir depuis 2 ans. Mais ce soir-là, quelque chose va se produire entre ce carrefour et sa porte d'entrée. Quelque chose que personne ne verra, que personne n'entendra, et qui fera d'Élodie Carpentier un nom gravé dans les archives froides des disparitions inexpliquées du Nord. À 18h23, selon le témoignage reconstruit plus tard, une voisine aperçoit une silhouette qui ressemble à Élodie près du square d'Aubenton, à mi-chemin de son studio. La jeune femme marche vite, les mains enfoncées dans les poches de son imperméable, le regard droit devant elle. Elle ne s'arrête pas, ne parle à personne, ne semble pas pressée ni inquiète. 11 minutes plus tard, elle aurait dû arriver chez elle. Mais à 19h15, quand sa colocataire Chloé Lefort rentre à son tour, l'appartement est vide. Le courrier est encore dans la boîte aux lettres. Les clés d'Élodie ne sont nulle part. Le téléphone fixe n'a enregistré aucun appel. Et depuis ce moment précis, plus jamais personne ne reverra Élodie Carpentier vivante. L'enquête commence 2 jours plus tard, après un signalement tardif et des premières recherches infructueuses. Les gendarmes interrogent la famille, les amis, les voisins, les professeurs de la faculté de lettres où Élodie étudie. Ils passent au peigne fin la rue Solferino, le square, les immeubles alentours. Ils consultent les relevés bancaires, les carnets de notes, les agendas personnels. Ils ne trouvent rien. Aucune trace de violence, aucun témoin fiable, aucun indice matériel. Le dossier reste ouvert 8 mois durant, puis finit classé sans suite en juin 1994, faute d'éléments nouveaux. Pendant 22 ans, la disparition d'Élodie Carpentier reste un mystère figé dans les armoires métalliques du commissariat central de Lille. Jusqu'à ce qu'en 2015, lors d'un tri administratif de routine, un courrier oublié refasse surface et révèle ce que personne n'avait jamais imaginé. En 1993, Lille est une ville en pleine transformation urbaine. Le vieux Lille se refait une beauté, les chantiers du métro automatique avancent, et la faculté de lettres attire chaque année des centaines d'étudiants venus de toute la région. Élodie Carpentier fait partie de cette génération discrète, celle qui étudie sans bruit, travaille en bibliothèque, vit dans des studios meublés avec un budget serré. Elle est fille unique, originaire de Roubaix, inscrite en 2e année de licence d'histoire. Ses professeurs la décrivent comme une étudiante sérieuse, ponctuelle, plutôt réservée. Elle n'a pas de petit ami connu, pas de conflits familiaux, pas de dettes ni de problèmes judiciaires. Elle mène une vie ordinaire, prévisible, sans histoire. Jusqu'à ce soir d'octobre où tout bascule sans qu'aucun signe avant-coureur ne l'ait laissé présager. Le jour de sa disparition, Élodie suit son emploi du temps habituel. Elle assiste à 2 cours le matin, déjeune à la cafétéria avec une camarade de promotion, puis passe l'après-midi à la bibliothèque universitaire pour préparer un exposé sur la Révolution française. À 17h45, elle range ses affaires, salue le bibliothécaire et sort du campus. Elle prend le bus comme d'habitude, descend à son arrêt et disparaît entre ce moment et son domicile. Aucune caméra de surveillance ne couvre cette partie du trajet en 1993. Aucun commerce n'a signalé l'avoir vue passer. Les derniers témoins fiables sont les passagers du bus et la voisine du square d'Aubenton. Après cela, c'est le vide. Les premiers jours de l'enquête se concentrent sur l'hypothèque d'une fugue volontaire. Mais cette piste s'effondre rapidement. Élodie n'a emporté ni vêtements de rechange, ni argent liquide supplémentaire, ni papier d'identité autre que ceux qu'elle avait sur elle. Son compte bancaire reste intact. Ses proches affirment qu'elle n'avait aucune raison de fuir, aucun projet secret, aucune liaison cachée. Les enquêteurs explorent alors la possibilité d'un enlèvement. Mais sans demande de rançon, sans témoin, sans corps, cette hypothèse reste suspendue dans le vide. Le dossier stagne, les moyens se réduisent et l'affaire sombre progressivement dans l'oubli administratif. Pendant 22 ans, la famille d'Élodie vit dans l'incertitude absolue.
Sa mère, Hélène Carpentier, continue d'espérer un retour, un appel, un signe. Elle conserve la chambre d'Élodie intacte à Roubaix, refuse de déclarer sa fille morte et consulte régulièrement les fichiers de personnes disparues. Son père, Jean Carpentier, décède en 2008 sans avoir obtenu de réponse. Chloé Lefort, l'ancienne colocataire, déménage à Paris et tente de tourner la page. Mais l'ombre d'Élodie ne la quitte jamais tout à fait. Quant aux enquêteurs, ils classent mentalement l'affaire dans la catégorie des disparitions inexpliquées, ces dossiers froids qui alimentent les cauchemars des familles et les frustrations des services de police. Jusqu'à ce jour de mars 2015, où un simple tri administratif fait ressurgir un document que personne n'avait jamais vu. Avant de poursuivre cette histoire, je tiens à vous remercier d'être ici avec moi pour explorer ces mystères enfouis dans les archives françaises. Si cette affaire vous intrigue, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un like et à me dire en commentaire de quelle ville et à quelle heure vous nous regardez en ce moment. Ces petits gestes m'aident énormément à continuer ce travail de mémoire. Maintenant, revenons à l'histoire d'Élodie Carpentier et à cette lettre qui va tout changer. En mars 2015, le commissariat central de Lille entreprend un grand tri de ses archives dormantes. Des centaines de dossiers datant des années 90 sont numérisés, reclassés ou détruits selon leur pertinence. C'est dans ce contexte qu'une jeune archiviste, Marine Duclos, tombe sur une enveloppe coincée entre deux classeurs du dossier Carpentier. L'enveloppe porte un cachet postal du 14 octobre 1993, le jour même de la disparition d'Élodie. Elle est adressée à Chloé Lefort, l'ancienne colocataire, mais elle n'a jamais été versée au dossier officiel. Marine l'ouvre avec précaution et découvre une lettre manuscrite, 3 pages rédigées d'une écriture fine et nerveuse. Dès les premières lignes, elle comprend qu'elle tient entre les mains un document capital. La lettre est signée par Élodie elle-même. Elle est datée du 14 octobre 1993, rédigée dans l'après-midi, probablement entre 15h et 16h, avant qu'Élodie ne quitte la bibliothèque. Le ton est grave, presque solennel. Élodie y explique qu'elle a pris une décision difficile, qu'elle doit partir pour quelques jours sans pouvoir expliquer pourquoi immédiatement. Elle précise qu'elle ne fuit pas sa vie, qu'elle n'est pas en danger immédiat, mais qu'elle a besoin de réfléchir loin de tout, loin de Lille, loin de l'université, loin même de sa famille. Elle demande à Chloé de ne pas s'inquiéter, de ne prévenir personne avant au moins une semaine, et promet de revenir dès qu'elle aura trouvé la clarté qu'elle cherche. Mais ce qui glace le sang de Marine, c'est la dernière phrase de la lettre. « Si tu lis ceci et que je ne suis pas revenu, c'est que quelque chose m'en a empêché. » Marine Duclos alerte immédiatement ses supérieurs. Le dossier Carpentier est rouvert en urgence. Les enquêteurs de 2015 reprennent les éléments de 1993, comparant les témoignages, analysent la lettre au microscope. L'écriture est bien celle d'Élodie, confirmée par une expertise graphologique. Le cachet postal est authentique. L'enveloppe n'a jamais été ouverte avant que Marine ne la trouve. Mais pourquoi cette lettre n'a-t-elle jamais été distribuée à Chloé Lefort en 1993 ? Pourquoi est-elle restée coincée dans les archives sans que personne ne la remarque pendant plus de 20 ans? Les enquêteurs découvrent rapidement la réponse. L'enveloppe avait été classée par erreur dans une liasse de courriers administratifs internes, jamais versée au dossier d'enquête proprement dit. Une simple négligence humaine a fait disparaître ce document crucial pendant 2 décennies. La nouvelle fait l'effet d'une bombe dans les médias locaux. Les journaux de Lille et de Roubaix republient la photo d'Élodie Carpentier, racontent l'histoire de la lettre retrouvée, interrogent les anciennes connaissances. Hélène Carpentier, la mère d'Élodie, aujourd'hui âgée de 70 ans, accepte de parler devant les caméras. Elle dit qu'elle n'avait jamais imaginé qu'Élodie ait pu partir volontairement, même temporairement. Elle dit aussi qu'elle ne comprend pas pourquoi sa fille aurait eu besoin de fuir quelque chose. Les enquêteurs rouvrent les auditions, contactent Chloé Lefort à Paris et tentent de reconstituer ce qui a pu se passer entre le moment où Élodie a écrit cette lettre et le moment où elle a disparu. Chloé Lefort, interrogée à nouveau après 22 ans, affirme qu'elle n'a jamais reçu cette lettre en 1993. Elle dit qu'elle aurait immédiatement prévenu la police si elle l'avait lue, même si Élodie lui demandait d'attendre une semaine. Elle se souvient très bien du 14 octobre. Elle était rentrée vers 19h15, avait trouvé l'appartement vide et avait pensé qu'Élodie était sortie faire des courses. Ce n'est que le lendemain matin, en constatant que le lit de sa colocataire n'avait pas été défait,
qu'elle avait commencé à s'inquiéter sérieusement. Elle avait alors appelé les parents d'Élodie, puis les urgences, puis la gendarmerie. Mais elle n'avait jamais reçu de lettre, jamais trouvé de message, jamais eu le moindre indice expliquant ce départ soudain. Les enquêteurs de 2015 se concentrent alors sur une question centrale. Qu'est-ce qui a pu pousser Élodie Carpentier à écrire cette lettre quelques heures avant sa disparition? Que voulait-elle fuir? De quoi avait-elle besoin de s'éloigner? Les auditions reprennent, cette fois avec un angle différent. Les anciens camarades de promotion sont contactés, les professeurs de l'époque sont retrouvés, les archives universitaires sont consultées. Plusieurs témoins mentionnent qu'Élodie semblait préoccupée dans les jours précédant sa disparition, mais personne ne peut dire précisément pourquoi. Une amie proche, Sophie Dufour, se souvient qu'Élodie lui avait parlé d'un problème personnel début octobre, sans jamais entrer dans les détails. Sophie avait proposé son aide, mais Élodie avait décliné, affirmant qu'elle devait régler cela seule. Les enquêteurs exhument également les anciens relevés téléphoniques du studio. En 1993, l'analyse avait été sommaire, mais en 2015, avec les nouveaux outils numériques, il devient possible de reconstituer les appels des semaines précédant la disparition. Un numéro apparaît plusieurs fois dans les relevés d'octobre 1993, un fixe enregistré à Roubaix chez les parents d'Élodie. Mais aussi un autre numéro, un fixe lillois, appelé 3 fois entre le 5 et le 12 octobre. Ce numéro appartient à un certain Vincent Marot, 26 ans en 1993, ancien étudiant en lettres, devenu professeur remplaçant au lycée Faidherbe. Son nom n'avait jamais été mentionné dans l'enquête initiale. Personne, ni Chloé ni la famille, ne savait qu'Élodie le connaissait. Vincent Marot devient immédiatement une personne d'intérêt. Vincent Marot est localisé en 2015. Il vit toujours à Lille, marié, 2 enfants, professeur titulaire depuis 15 ans dans un collège de l'Homme. Il est convoqué pour audition. Il accepte de coopérer, mais dès les premières questions, son attitude se fait prudente, presque défensive. Il admet avoir connu Élodie Carpentier en 1992, lors d'un groupe de travail à la faculté. Il dit qu'ils avaient échangé quelques conversations, qu'ils s'étaient revus 2 ou 3 fois pour des discussions autour de leurs études respectives. Mais il affirme catégoriquement n'avoir eu aucune relation sentimentale avec elle et ne pas comprendre pourquoi elle l'aurait appelé en octobre 1993. Les enquêteurs ne sont pas convaincus. Ils demandent des preuves, des explications plus précises, des noms de témoins. Vincent Marot reste évasif. Il dit qu'il ne se souvient plus des détails, que c'était il y a plus de 20 ans, que sa vie a changé depuis. Mais son hésitation laisse planer un doute que les enquêteurs ne lâcheront plus. Les jours suivants, les investigations se resserrent autour de Vincent Marot. Les enquêteurs consultent ses anciens relevés bancaires, ses anciens agendas, ses anciens emplois du temps. Ils découvrent qu'en octobre 1993, il habitait un petit appartement rue de Turenne, à moins de 3 km du studio d'Élodie. Ils découvrent aussi qu'il ne travaillait pas le 14 octobre 1993, jour de la disparition. C'était un jeudi, et il n'avait pas de cours ce jour-là au lycée. Son alibi est flou, imprécis. Il dit qu'il était chez lui, mais il n'a aucun témoin pour le confirmer. Les enquêteurs obtiennent une commission rogatoire pour perquisitionner son domicile actuel et son ancien appartement, aujourd'hui occupé par d'autres locataires. Ils ne trouvent rien de concluant dans l'appartement actuel, mais dans les archives du propriétaire de l'époque, ils tombent sur un détail troublant. En novembre 1993, Vincent Marot avait résilié son bail de manière anticipée, sans préavis, en invoquant un déménagement professionnel urgent. Il avait quitté Lille pendant 3 mois pour revenir début 1994. Ce départ précipité, jamais mentionné dans l'enquête initiale, relance toutes les hypothèses. Les enquêteurs de 2015 se concentrent désormais sur une question cruciale. Où Vincent Marot est-il allé entre novembre 1993 et janvier 1994? Ils consultent les archives de l'Éducation nationale, les registres de population, les anciens employeurs. Ils découvrent que Marot avait effectivement obtenu un poste temporaire dans un lycée de Caen, en Normandie, pour remplacer un professeur en arrêt maladie. Le contrat avait duré 2 mois et demi, puis Marot était revenu à Lille, début février 1994. Sur le papier, tout semble normal, mais le timing, lui, est troublant. Pourquoi partir si brutalement juste après la disparition d'Élodie?
Marot est convoqué à nouveau. Cette fois, il est accompagné d'un avocat. L'audition dure 6 heures. Marot maintient sa version. Il n'a rien à voir avec la disparition d'Élodie, il ne sait rien de ce qui lui est arrivé, et son départ pour Caen était une simple opportunité professionnelle. Mais les enquêteurs ne lâchent pas. Ils interrogent les anciens collègues de Marot à Caen, les anciens voisins, les anciens élèves. Plusieurs témoins se souviennent de lui comme d'un homme discret, presque renfermé, qui ne parlait jamais de sa vie privée. Une ancienne collègue, Martine Leblanc, aujourd'hui retraitée, se souvient d'un détail précis. Un soir de décembre 1993, elle avait croisé Vincent Marot dans un bar du centre-ville de Caen. Il était seul, visiblement préoccupé, et il avait bu plusieurs verres. Elle lui avait demandé s'il allait bien et il avait répondu quelque chose comme « J'ai fait une erreur et je ne sais pas comment la réparer ». Martine n'avait pas insisté, pensant qu'il s'agissait d'un problème personnel sans gravité. Mais en 2015, après avoir lu l'article sur la réouverture de l'affaire Carpentier, elle avait décidé de contacter la police pour raconter cet épisode. Son témoignage, tardif mais précis, relance l'enquête. Les enquêteurs cherchent maintenant à établir un lien direct entre Vincent Marot et Élodie Carpentier, le 14 octobre 1993. Ils revisitent les témoignages de voisins, les anciens registres de passage, les horaires de bus. Ils retrouvent une voisine du square d'Aubenton, Madame Françoise Dumoulin, qui avait été entendue en 1993, mais dont le témoignage avait été jugé peu fiable à l'époque. En 2015, elle a 78 ans, mais sa mémoire reste précise. Elle se souvient d'avoir vu Élodie marcher vite ce soir-là et d'avoir remarqué un homme qui la suivait à une dizaine de mètres. Elle n'avait pas pu voir son visage, mais elle se rappelle qu'il portait une veste sombre et une écharpe grise. En 1993, les enquêteurs n'avaient pas exploité cette piste faute d'éléments concrets. En 2015, ils demandent à Madame Dumoulin si elle pourrait reconnaître cet homme sur une photo. Elle accepte. Les enquêteurs lui montrent plusieurs clichés, dont celui de Vincent Marot en 1993. Elle hésite, puis désigne la photo de Marot avec prudence. Ça pourrait être lui, mais je ne suis pas certaine à 100%. Ce témoignage, bien qu'incertain, suffit à justifier une mise en examen pour disparition inquiétante, en lien avec une possible séquestration ou homicide. Vincent Marot est placé en garde à vue en mai 2015. L'affaire fait la une des journaux régionaux. Les familles des deux côtés sont bouleversées. Celle d'Élodie espère enfin obtenir des réponses, celle de Marot clame l'innocence de leur fils et mari. Pendant 48 heures, Marot est interrogé sans relâche. Il nie catégoriquement avoir suivi Élodie ce soir-là, ni l'avoir rencontrée, ni toute implication. Il affirme qu'il était chez lui le 14 octobre, qu'il a passé la soirée à corriger des copies, qu'il n'est sorti de chez lui que le lendemain matin. Mais il ne peut fournir aucun témoin, aucune preuve matérielle. Les enquêteurs lui montrent la lettre d'Élodie. Ils lui demandent « Pourquoi aurait-elle voulu partir ? Qu'est-ce qui la tourmentait ?» Marot reste silencieux puis finit par dire « Je ne sais pas, je ne la connaissais pas si bien ». Les analyses techniques se multiplient. Les enquêteurs demandent une expertise ADN sur les anciens vêtements d'Élodie, conservés par sa mère depuis 1993. Ils cherchent des traces biologiques, des fibres textiles, des cheveux qui pourraient correspondre à Vincent Marot. Les résultats arrivent 3 semaines plus tard. Aucune trace exploitable. Les vêtements ont été manipulés, lavés, stockés dans de mauvaises conditions. L'ADN est dégradé, inutilisable. Les enquêteurs tentent alors une autre approche. Ils interrogent les anciens amis communs d'Élodie et de Vincent, cherchant à reconstituer la nature exacte de leur relation. Une ancienne camarade de promotion, Isabelle Moreau, se souvient qu'Élodie lui avait confié début octobre 1993 qu'elle avait un doute sur quelqu'un, sans préciser de qui il s'agissait. Isabelle avait compris qu'il s'agissait d'un homme, mais Élodie n'avait jamais donné de nom. Ce témoignage vague ne suffit pas à incriminer Marot directement, mais il renforce l'hypothèse d'une relation cachée, d'une tension non résolue. En juin 2015, faute de preuves matérielles suffisantes, le juge d'instruction décide de relâcher Vincent Marot sous contrôle judiciaire. Il est interdit de quitter la région lilloise, doit pointer régulièrement au commissariat et reste sous surveillance. Marot sort libre mais brisé. Sa réputation est détruite, sa vie familiale ébranlée, sa carrière professionnelle compromise. Il clame toujours son innocence, mais le doute s'est installé dans l'esprit de tous ceux qui suivent l'affaire. Les enquêteurs, eux, ne lâchent rien.
Ils continuent de fouiller, de chercher, de croiser les données. Ils savent que sans aveu, sans corps, sans preuve directe, ils ne pourront jamais obtenir une condamnation. Mais ils savent aussi que la vérité est quelque part enfouie dans les détails, dans les silences, dans les zones grises de cette histoire. Parallèlement, les enquêteurs explorent une autre piste, celle de la lettre elle-même. Pourquoi Élodie a-t-elle écrit cette lettre si elle prévoyait de partir seulement quelques jours? Pourquoi cette formulation dramatique? Si tu lis ceci et que je ne suis pas revenu, c'est que quelque chose m'en a empêché. Les psychologues criminels consultés par l'enquête estiment qu'Élodie avait probablement conscience d'un danger, réel ou perçu. Elle ne fuyait pas sa vie, mais elle fuyait quelqu'un ou quelque chose. La lettre était une précaution, une assurance au cas où les choses tourneraient mal. Mais qu'est-ce qui aurait pu tourner mal? Les enquêteurs reprennent les relevés téléphoniques, les agendas, les courriers personnels. Ils découvrent qu'Élodie avait rendu visite à un médecin généraliste le 8 octobre 1993, 6 jours avant sa disparition. Le médecin, aujourd'hui retraité, se souvient d'elle. Elle était venue pour une consultation de routine, mais elle avait aussi parlé de stress, d'anxiété, de troubles du sommeil. Il lui avait prescrit un anxiolytique léger. Ce détail, jamais mentionné en 1993, confirme qu'Élodie traversait une période difficile juste avant de disparaître. Les enquêteurs interrogent également le facteur qui aurait dû livrer la lettre d'Élodie à Chloé Lefort en octobre 1993. Ils retrouvent sa trace. Il s'appelle Michel Lecomte, aujourd'hui âgé de 62 ans, retraité de la Poste depuis 2010. Il se souvient vaguement de cette période, mais pas spécifiquement de cette lettre. Il explique que les erreurs de distribution étaient rares, mais possibles, surtout dans les immeubles, avec plusieurs boîtes aux lettres mal identifiées. La lettre a probablement été glissée dans la mauvaise boîte, puis récupérée par quelqu'un qui l'a renvoyée au commissariat, sans l'ouvrir, pensant qu'il s'agissait d'un courrier administratif. Une simple erreur humaine, un hasard malheureux, qui a fait basculer toute l'enquête pendant 22 ans. Si cette lettre avait été lue en 1993, tout aurait été différent. Les enquêteurs auraient immédiatement cherché à comprendre pourquoi Élodie voulait partir, qui elle fuyait, ce qui la tourmentait. Mais la lettre est restée invisible, et Élodie s'est évanouie dans le vide. En juillet 2015, une nouvelle découverte relance l'affaire. Un ancien habitant de la rue Solferino, Raymond Petit, aujourd'hui âgé de 75 ans, contacte la police après avoir lu les articles sur la réouverture du dossier. Il dit qu'en octobre 1993, il possédait un petit atelier de menuiserie au rez-de-chaussée d'un immeuble situé rue Solferino, à mi-chemin entre l'arrêt de bus et le studio d'Élodie. Le soir du 14 octobre, vers 18h30, il avait entendu des éclats de voix dans la rue, une dispute rapide entre un homme et une femme. Il n'avait pas prêté attention sur le moment, pensant qu'il s'agissait d'un couple banal. Mais en voyant la photo d'Élodie dans les journaux en 2015, il dit qu'il est presque certain que la voix féminine qu'il avait entendue ce soir-là était celle de la jeune femme disparue. Les enquêteurs reprennent ce témoignage avec précaution. 22 ans après, la mémoire peut être trompeuse. Mais Raymond Petit insiste. Il se souvient très bien de ce détail parce que c'était rare d'entendre des disputes dans cette rue habituellement calme. Il se souvient aussi que la voix masculine était grave, autoritaire, presque menaçante. Ce nouveau témoignage vient renforcer l'hypothèse d'une rencontre imprévue, d'une confrontation, d'un événement violent qui aurait interrompu le trajet d'Élodie entre l'arrêt de bus et son studio. Les enquêteurs confrontent Vincent Marot avec ce nouveau témoignage. Marot continue de nier. Il dit qu'il n'a jamais croisé Élodie ce soir-là, qu'il n'a jamais eu de dispute avec elle, qu'il n'était même pas dans cette rue. Mais son alibi reste fragile et les témoignages s'accumulent. Les enquêteurs décident alors de tenter une dernière approche. Ils organisent une reconstitution complète du 14 octobre 1993 en présence de tous les témoins encore vivants sur les lieux exacts de la disparition. Marot est invité à y participer sous contrôle judiciaire. Il accepte, espérant peut-être que cette reconstitution le lavera de tout soupçon. Mais ce qu'il ne sait pas encore, c'est que les enquêteurs ont préparé une surprise qui va faire basculer toute l'affaire une fois de plus. La reconstitution a lieu le 15 septembre 2015, exactement 22 ans et 11 mois après la disparition d'Élodie Carpentier. La rue Solferino est bouclée par la police, les riverains sont prévenus, les journalistes maintenus à distance.
Vincent Marot arrive en voiture, accompagné de son avocat. Il semble tendu mais déterminé à prouver son innocence. Les enquêteurs lui demandent de suivre le même trajet qu'Élodie aurait pu emprunter ce soir-là, de l'arrêt de bus jusqu'au studio, en passant par le square d'Aubenton et la rue Solferino. Marot accepte. Il marche lentement, encadré par 2 officiers de police, suivi par une équipe technique qui filme chaque détail. Les témoins de 1993 sont présents. Madame Dumoulin, Raymond Petit, quelques voisins. Ils observent Marot en silence, cherchant à reconnaître sa démarche, sa silhouette, son attitude. Arrivé devant l'ancien atelier de menuiserie de Raymond Petit, Marot s'arrête. Il regarde le bâtiment, hésite, puis se tourne vers les enquêteurs. Il dit qu'il ne se souvient pas de cet endroit, qu'il n'est jamais venu ici. Mais Raymond Petit, présent quelques mètres plus loin, s'approche et dit calmement « J'ai entendu une dispute ici, ce soir-là. Une voix d'homme qui disait « Tu ne peux pas partir comme ça ». Et une voix de femme qui répondait « Laisse-moi tranquille ». Marot pâlit. Il secoue la tête, dit que ce n'était pas lui, que ce n'est pas possible. Mais les enquêteurs notent sa réaction. Pour la première fois, Marot semble ébranlé, déstabilisé. Il continue la reconstitution jusqu'au studio d'Élodie, au 2e étage d'un immeuble modeste. Devant la porte, Marot s'arrête à nouveau. Il dit qu'il n'est jamais entré dans cet appartement, qu'il ne l'a jamais vu. Les enquêteurs ne disent rien. Ils laissent le silence peser. Puis vient le moment clé de la reconstitution. Les enquêteurs sortent une enveloppe scellée, jamais mentionnée auparavant. Ils expliquent qu'ils ont retrouvé, dans les archives du studio d'Élodie, conservé par sa mère pendant 22 ans, un second document manuscrit. Ce document n'est pas une lettre envoyée, mais une page de journal intime, datée du 12 octobre 1993, 2 jours avant la disparition. Élodie y écrit « J'ai peur de V. Il me dit qu'il m'aime, mais je ne ressens rien pour lui. J'ai essayé de lui expliquer, mais il ne veut pas comprendre. Il m'a dit qu'il ne me laisserait pas partir si facilement. Je ne sais pas quoi faire. » Les enquêteurs tendent la page à Marot. Ils lui demandent « Qui est V ?» Marot reste figé. Il regarde la page, puis les enquêteurs, puis l'avocat à ses côtés. Il ne dit rien pendant une longue minute. Puis il murmure « Ce n'est pas ce que vous croyez ». Les jours suivants, Vincent Marot accepte enfin de parler. Mais il le fait sous condition. Il veut négocier une réduction de peine en échange d'aveux complets. Les enquêteurs acceptent. L'audition dure 2 jours entiers. Marot raconte une histoire différente, plus complexe, plus sombre que ce que quiconque avait imaginé. Il dit qu'il avait effectivement développé des sentiments pour Élodie Carpentier en 1992, lors de leur rencontre à la faculté. Ils avaient échangé quelques conversations, quelques cafés, quelques promenades. Marot pensait qu'une relation amoureuse allait naître, mais Élodie, elle, ne voyait en lui qu'un camarade, un ami intellectuel. Quand Marot avait tenté de lui déclarer ses sentiments début octobre 1993, Élodie avait refusé poliment, mais fermement. Marot n'avait pas accepté ce refus. Il avait continué à l'appeler, à la chercher sur le campus, à insister. Le 14 octobre 1993, Marot avait décidé de la suivre depuis la faculté. Il voulait lui parler une dernière fois, la convaincre de lui donner une chance. Il l'avait attendue près de l'arrêt de bus, puis l'avait suivie discrètement dans la rue Solferino. Arrivé devant l'atelier de menuiserie, il l'avait appelée. Élodie s'était retournée, surprise puis agacée. Elle lui avait dit de la laisser tranquille, qu'elle ne voulait plus le voir, qu'il devait accepter son refus. Marot avait insisté, élevé la voix. Élodie avait tenté de s'éloigner, mais Marot l'avait retenue par le bras. Une brève lutte avait eu lieu, quelques secondes à peine. Puis Élodie était tombée, heurtant violemment le trottoir avec l'arrière de la tête. Marot s'était penché sur elle, paniqué. Elle était inconsciente, mais respirait encore. Il ne savait pas quoi faire. Il avait peur d'appeler les secours, peur d'être accusé d'agression. Alors il avait fait le pire choix possible. Il l'avait portée jusqu'à sa voiture, garée quelques mètres plus loin, et l'avait emmenée chez lui. Marot raconte qu'il avait installé Élodie sur son canapé, espérant qu'elle se réveillerait rapidement et qu'il pourrait lui expliquer, s'excuser, tout arranger. Mais Élodie n'avait jamais repris connaissance. Sa respiration était devenue irrégulière, puis s'était arrêtée vers 23 heures ce soir-là. Marot avait tenté une réanimation maladroite, sans succès. Il s'était retrouvé avec le corps d'une jeune femme morte dans son appartement,
sans témoin, sans explication crédible. Il avait paniqué. Il avait enveloppé le corps dans une couverture, l'avait transporté dans le coffre de sa voiture et l'avait enterré dans un endroit isolé qu'il refusait de révéler immédiatement. Puis il avait quitté l'île, pris le poste à Caen et tenté de vivre avec ce secret pendant 22 ans. Mais le secret l'avait rongé, détruit de l'intérieur. Quand l'affaire avait été rouverte en 2015, il avait su que tout allait s'effondrer. Les enquêteurs sont sous le choc. L'histoire de Marot est cohérente avec les éléments dont ils disposent. La lettre d'Élodie, les témoignages de voisins, la dispute entendue par Raymond Petit, le départ précipité pour Caen. Mais il manque encore un élément crucial. Où est le corps d'Élodie Carpentier? Marot hésite, puis finit par donner des indications. Il dit qu'il a enterré Élodie dans une forêt à une trentaine de kilomètres de l'île, près de la commune de Falampin, dans un secteur peu fréquenté qu'il connaissait depuis l'enfance. Il décrit l'endroit avec précision. Un bosquet d'arbres, un ancien chemin forestier, une petite clairière. Les enquêteurs organisent immédiatement une opération de recherche. Le 20 septembre 2015, une équipe de gendarmes, accompagnée de chiens spécialisés et de techniciens, se rend sur place. Les fouilles commencent à l'aube et durent toute la journée. En fin d'après-midi, les chiens signalent une zone précise. Les techniciens commencent à creuser. À 1 mètre de profondeur, ils découvrent des fragments d'os, des morceaux de tissu décomposés et des objets personnels. Une montre, un sac en toile beige, une paire de baskets blanches. Les analyses ADN confirmeront quelques jours plus tard qu'il s'agit bien des restes d'Élodie Carpentier. 22 ans après sa disparition, Élodie est enfin retrouvée. Sa mère, Hélène Carpentier, est informée en personne par les enquêteurs. Elle s'effondre en larmes, soulagée de pouvoir enfin enterrer sa fille dignement, mais brisée par la vérité de ce qui lui est arrivé. Les médias locaux annoncent la nouvelle le soir même. L'affaire Carpentier, qui avait disparu des radars pendant 2 décennies, revient en force, mais cette fois avec une conclusion. Vincent Marot est mis en examen pour homicide involontaire et dissimulation de cadavre. Il est placé en détention provisoire en attendant son procès. Son avocat plaide la panique, l'accident, l'absence d'intention de tuer. Mais les enquêteurs estiment qu'il y a des circonstances aggravantes, la dissimulation du corps, le mensonge pendant 22 ans, la destruction des preuves. Le procès est fixé pour l'année suivante. Pendant ce temps, la famille d'Élodie prépare les funérailles. Une cérémonie sobre est organisée à Roubaix, en présence de quelques proches de Chloé Lefort et de plusieurs personnes qui avaient suivi l'affaire depuis 1993. Élodie Carpentier est enterrée au cimetière de Roubaix, à côté de son père, Jean Carpentier, décédé en 2008 sans avoir jamais su ce qui était arrivé à sa fille. La lettre retrouvée en 2015, celle qu'Élodie avait écrite quelques heures avant sa mort, est versée au dossier comme pièce à conviction. Elle devient le symbole tragique de cette affaire. Une jeune femme qui pressentait un danger, qui avait tenté de se protéger par des mots, mais qui n'avait jamais eu la chance de fuir à temps. Les enquêteurs, en relisant cette lettre après les aveux de Marot, comprennent mieux ce qu'Élodie avait voulu dire. Elle ne parlait pas d'une fuite volontaire, mais d'une fuite nécessaire, loin de quelqu'un qui la mettait mal à l'aise, qui la harcelait sans violence apparente, mais avec une insistance qui la terrorisait. Elle avait essayé de partir, de s'éloigner, de se protéger. Mais elle n'avait jamais eu le temps. Vincent Marot l'avait rattrapée et tout avait basculé en quelques secondes. Le procès de Vincent Marot s'ouvre en mars 2016 devant la cour d'assises du Nord, à Douai. L'affaire attire une attention médiatique considérable. Les journalistes locaux et nationaux sont présents. Les familles des 2 côtés occupent les bancs réservés et la salle d'audience est bondée. Vincent Marot, 49 ans, apparaît vieilli, les traits creusés par des mois de détention. Il porte un costume gris, les mains posées sur la barre, le regard fuyant. À sa droite, son avocat, Maître Durand, prépare une défense basée sur l'accident, la panique, l'absence totale de préméditation. En face, l'avocat de la partie civile, Maître Lefebvre, représente la famille Carpentier. Il est déterminé à obtenir la vérité complète et une condamnation exemplaire. Le procès commence par l'audition des témoins. Chloé Lefort, l'ancienne colocataire d'Élodie, témoigne en premier. Elle raconte les jours qui ont suivi la disparition, l'angoisse, les recherches infructueuses, les années d'incertitude.
Elle dit qu'elle n'a jamais imaginé qu'Élodie puisse être morte si près de chez elle, enterrée pendant 22 ans dans une forêt anonyme. Elle dit aussi qu'elle regrette de ne pas avoir insisté davantage quand Élodie lui avait parlé de ce problème personnel début octobre 1993. Peut-être aurait-elle pu l'aider, la protéger, l'éloigner de Vincent Marot. Mais elle ne savait pas. Personne ne savait. Chloé quitte la barre en larmes, incapable de continuer. Ensuite vient le tour de Raymond Petit, l'ancien menuisier qui avait entendu la dispute rue Solferino. Il témoigne de manière précise, décrivant les éclats de voix, le ton menaçant de l'homme, la voix suppliante de la femme. Il dit qu'il s'est toujours senti coupable de ne pas être sorti pour intervenir, de ne pas avoir appelé la police immédiatement. Mais à l'époque, il n'avait pas compris la gravité de la situation. C'était juste une dispute, pensait-il, un couple qui se chamaille. Aujourd'hui, il sait que ces quelques secondes auraient pu changer le cours de l'histoire. Maître Durand tente de minimiser ce témoignage, arguant qu'il est impossible de confirmer avec certitude que la dispute entendue par Raymond Petit concernait bien Élodie et Marot. Mais Maître Lefebvre rétorque que les aveux de Marot confirment précisément ce témoignage et que la coïncidence est trop parfaite pour être remise en question. Puis vient le moment le plus attendu, l'audition de Vincent Marot lui-même. Il se lève, s'approche de la barre et commence à parler d'une voix basse, presque inaudible. Il répète ce qu'il a déjà dit aux enquêteurs. Il était amoureux d'Élodie, elle l'avait rejeté, il n'avait pas accepté ce refus. Il l'avait suivie ce soir-là pour tenter de la convaincre une dernière fois. Il décrit la dispute, la chute accidentelle, la panique. Il dit qu'il n'a jamais voulu la tuer, qu'il n'a jamais voulu lui faire de mal. Il dit qu'il a agi par peur, par stupidité, par égoïsme. Il dit qu'il regrette chaque jour depuis 22 ans, que sa vie est devenue un enfer, que le secret l'a dévoré de l'intérieur. Il dit qu'il mérite d'être puni, mais qu'il n'est pas un monstre, juste un homme qui a fait une erreur tragique et irréparable. Maître Lefebvre, l'avocat de la partie civile, prend alors la parole pour un contre-interrogatoire impitoyable. Il demande à Marot pourquoi, s'il s'agissait vraiment d'un accident, il n'a pas appelé les secours immédiatement. Marot répond qu'il avait peur d'être accusé d'agression, qu'il pensait qu'Élodie allait se réveiller. Maître Lefebvre demande alors pourquoi il a enterré le corps au lieu de prévenir la police une fois qu'il avait constaté la mort. Marot ne répond pas clairement, dit qu'il était en état de choc, qu'il ne pensait plus rationnellement. Maître Lefebvre demande enfin pourquoi il a menti pendant 22 ans, pourquoi il a laissé la famille d'Élodie dans l'ignorance, pourquoi il a refait sa vie comme si de rien n'était. Marot baisse la tête, dit qu'il n'a pas de réponse, qu'il ne peut pas justifier l'injustifiable. Le silence retombe sur la salle d'audience. Personne ne sait quoi dire. Le poids de la vérité est écrasant. Hélène Carpentier, la mère d'Élodie, est appelée à témoigner. Elle s'avance lentement, le visage marqué par les années de douleur. Elle raconte les 22 ans d'attente, les nuits blanches, les faux espoirs, les recherches désespérées. Elle dit qu'elle a toujours su au fond d'elle-même qu'Élodie ne reviendrait jamais, mais qu'elle avait besoin de savoir, de comprendre, de pouvoir faire son deuil. Elle dit que la découverte de la lettre en 2015 a été à la fois un soulagement et une torture. Enfin des réponses, mais quelle réponse terrible. Elle regarde Vincent Marot droit dans les yeux et dit « Vous m'avez volé 22 ans de ma vie. Vous m'avez privé de faire mon deuil, d'enterrer ma fille dignement, de savoir ce qui lui était arrivé. Vous avez détruit ma famille. Et pourquoi ? Par peur ? Par lâcheté ?» Marot ne soutient pas son regard. Il fixe le sol, les épaules affaissées. L'expertise psychiatrique de Vincent Marot est ensuite présentée. Selon les experts, Marot ne présente pas de pathologie mentale grave. Il est décrit comme un homme émotionnellement immature, incapable de gérer le rejet, mais pleinement conscient de ses actes. Il savait ce qu'il faisait quand il a enterré le corps d'Élodie, quand il a quitté l'île, quand il a menti aux enquêteurs en 1993 et en 2015. Il n'était pas en état de démence, ni sous l'emprise de substances. Il a agi de manière calculée, même si l'acte initial était peut-être accidentel. Cette expertise renforce la thèse de l'accusation. Marot est responsable, pleinement, de ses actes et de leurs conséquences. Le procureur, dans son réquisitoire, demande une condamnation à 20 ans de réclusion criminelle. Il argue que même si la mort d'Élodie peut être considérée comme accidentelle, la dissimulation du corps,
le mensonge prolongé et la destruction des preuves constituent des circonstances aggravantes majeures. Il dit que Vincent Marot a eu 22 ans pour dire la vérité, pour soulager la famille d'Élodie, pour assumer ses actes. Mais il ne l'a fait que contrainte et forcée, sous la pression des preuves. Il ne mérite aucune clémence. Maître Durand, dans sa plaidoirie, tente de minimiser la culpabilité de Marot. Il insiste sur le caractère accidentel de la mort d'Élodie, sur la panique qui a suivi, sur le poids du secret qui a détruit psychologiquement son client. Il demande une peine réduite, arguant que Marot a déjà payé un prix énorme en vivant 22 ans avec cette culpabilité. Mais Maître Lefebvre, dans sa plaidoirie finale, ne laisse aucune place au doute. Il rappelle que Vincent Marot a fait le choix conscient de cacher la vérité pendant plus de 2 décennies. Il rappelle que pendant ce temps, Hélène Carpentier vivait dans l'enfer de l'incertitude, que Chloé Lefort se sentait coupable, que toute une communauté cherchait des réponses. Il rappelle que la lettre d'Élodie, retrouvée par hasard, aurait pu ne jamais refaire surface, et que sans cette lettre, Marot aurait continué à vivre tranquillement, à élever ses enfants, à enseigner à des adolescents sans jamais dire la vérité. Il conclut en disant que la justice ne peut pas accepter un tel mensonge, une telle lâcheté, une telle destruction. Il demande à la Cour de condamner Vincent Marot à la peine maximale, pour Élodie, pour sa famille et pour toutes les victimes de crimes cachés. Les jurés se retirent pour délibérer. Le délibéré dure 6 heures. Pendant ce temps, la salle d'audience reste tendue, silencieuse. Hélène Carpentier prie en silence. Chloé Lefort se tient à ses côtés, les mains serrées. Vincent Marot reste immobile, le regard vide. Enfin, les jurés reviennent. Le président de la Cour annonce le verdict. Vincent Marot est reconnu coupable d'homicide involontaire aggravé et de dissimulation de cadavre. Il est condamné à 18 ans de réclusion criminelle, avec une période de sûreté de 12 ans. La salle réagit dans un murmure. Certains trouvent la peine trop clémente, d'autres la jugent équilibrée. Hélène Carpentier ne dit rien. Elle ferme les yeux, respire profondément. C'est fini. Après 22 ans, c'est enfin fini. Les jours qui suivent le procès sont marqués par un mélange de soulagement et de tristesse. Hélène Carpentier donne une conférence de presse devant le palais de justice de Douai. Elle remercie les enquêteurs, les journalistes, tous ceux qui ont contribué à rouvrir l'affaire et à retrouver la vérité. Elle dit que même si la condamnation ne ramènera jamais Élodie, elle peut enfin faire son deuil dignement, en sachant ce qui s'est passé. Elle dit aussi qu'elle pense à toutes les autres familles qui attendent encore des réponses, qui vivent dans l'incertitude, et elle leur souhaite de trouver un jour la paix comme elle vient de la trouver, aussi douloureuse soit-elle. Les médias nationaux reprennent l'histoire de l'affaire Carpentier en soulignant l'importance de la lettre retrouvée et l'erreur administrative qui a retardé l'enquête de 22 ans. Vincent Marot est transféré dans un centre pénitentiaire du Nord pour purger sa peine. Il ne fait aucune déclaration publique après le procès. Selon son avocat, il a sombré dans une dépression profonde, refuse de voir sa famille et passe ses journées en isolement volontaire. Sa femme demande le divorce quelques mois après le jugement. Ses enfants, aujourd'hui adultes, coupent tout contact avec lui. Marot devient un paria, même en prison, où les détenus condamnés pour des crimes liés à des femmes sont souvent mal vus. Il survivra à cette peine, mais il ne sera jamais vraiment libre. Le poids de ce qu'il a fait le suivra jusqu'à la fin de sa vie. Chloé Lefort, l'ancienne colocataire d'Élodie, retourne à Paris après le procès. Elle dit qu'elle se sent enfin libérée d'un poids qu'elle portait depuis 22 ans. Elle ne se sentait pas directement coupable, mais elle avait toujours eu l'impression qu'elle aurait pu faire quelque chose pour empêcher cette tragédie. Maintenant qu'elle connaît la vérité, elle sait qu'elle n'aurait rien pu faire. Élodie avait essayé de se protéger, avait écrit cette lettre, avait pris des précautions. Mais le hasard, l'erreur administrative et la violence imprévisible de Vincent Marot avaient tout détruit. Chloé dit qu'elle pense souvent à Élodie, qu'elle garde une photo d'elle deux dans son salon et qu'elle continue de vivre en l'honneur de son amie disparue. Les enquêteurs qui ont rouvert l'affaire en 2015 sont félicités pour leur travail. Marine Duclos, la jeune archiviste qui a retrouvé la lettre, reçoit une distinction interne de la police nationale pour son attention aux détails et sa persévérance. Elle dit que cette affaire a changé sa vision du métier. Chaque document, chaque détail peut être crucial et rien ne doit être négligé.
Elle continue de travailler dans les archives du commissariat de Lille et participe désormais à des formations pour sensibiliser ses collègues à l'importance de la conservation et de la numérisation des dossiers anciens. L'affaire Carpentier devient un cas d'école dans les formations de police judiciaire, utilisé pour illustrer l'importance de la rigueur administrative et de la préservation des preuves. La forêt de Falampin, où le corps d'Élodie a été retrouvé, devient un lieu de mémoire informel. Quelques proches d'Élodie s'y rendent chaque année, le 14 octobre, pour déposer des fleurs et se recueillir. Hélène Carpentier y vient elle aussi, accompagnée de quelques amis, pour parler à sa fille, lui dire qu'elle ne l'a jamais oubliée, qu'elle pense à elle chaque jour. Un petit panneau discret est installé par la commune, indiquant qu'Élodie Carpentier repose en ce lieu symbolique. Ce n'est pas une tombe officielle, mais c'est un endroit où la mémoire d'Élodie reste vivante, où son histoire continue d'exister au-delà de la violence qui l'a emportée. Les années passent. En 2020, 5 ans après la réouverture de l'affaire, un documentaire télévisé consacré aux disparitions résolues tardivement revient sur le cas d'Élodie Carpentier. Le documentaire reconstitue l'enquête, interroge les principaux acteurs et analyse les erreurs qui ont retardé la résolution de l'affaire. Il met particulièrement en lumière le rôle de la lettre retrouvée et pose la question: combien d'autres affaires dorment dans les archives, faute d'un regard attentif, d'une erreur corrigée, d'un hasard providentiel? Le documentaire est visionné par plus d'1 million de personnes en France et relance le débat public sur la gestion des dossiers de personnes disparues et sur les moyens alloués aux enquêtes froides. Hélène Carpentier décède en 2022, à l'âge de 77 ans. Elle s'éteint paisiblement chez elle, entourée de quelques proches. Ses dernières volontés sont claires. Elle veut être enterrée à côté d'Élodie et de son mari Jean, au cimetière de Roubaix. La cérémonie est sobre mais émouvante. Quelques anciens enquêteurs viennent rendre hommage, ainsi que Chloé Lefort et Marine Duclos. Sur la pierre tombale, une simple inscription: Hélène Carpentier, mère d'Élodie, qui n'a jamais cessé de chercher la vérité. Cette phrase résume toute une vie de douleur, de persévérance et finalement de paix retrouvée. Vincent Marot, lui, purge toujours sa peine en 2025. Il a maintenant 58 ans et devrait être libéré en 2028 après avoir accompli sa période de sûreté. Mais personne ne sait ce qu'il deviendra après. Il n'a plus de famille, plus d'amis, plus de vie à reprendre. Il restera marqué à jamais par ce qu'il a fait, par le mensonge qu'il a entretenu pendant 22 ans, par la destruction qu'il a causée. Les psychologues pénitentiaires qui le suivent disent qu'il exprime des remords sincères, mais qu'il reste enfermé dans une culpabilité écrasante qui le rend presque incapable de fonctionner socialement. Certains pensent qu'il ne survivra pas longtemps à sa libération. D'autres pensent qu'il continuera de vivre, invisible, hanté par le fantôme d'Élodie Carpentier. L'histoire d'Élodie Carpentier ne finit pas vraiment avec le procès de Vincent Marot. Elle continue d'exister dans les mémoires, dans les archives, dans les documentaires, dans les conversations de ceux qui ont suivi l'affaire. Elle continue d'exister dans les cours de formation des policiers, dans les débats sur la gestion des disparitions, dans les témoignages de familles qui cherchent encore leurs proches disparus. Élodie est devenue, malgré elle, un symbole, celui de l'importance de ne jamais abandonner la recherche de la vérité, même après des décennies, même quand tout semble perdu. Sa lettre, retrouvée par hasard en 2015, a permis de briser le silence et de révéler ce qui était caché depuis si longtemps. Sans cette lettre, Vincent Marot aurait peut-être emporté son secret dans la tombe et Élodie serait restée à jamais une disparue anonyme, un nom dans un fichier oublié. Mais grâce à cette lettre, Élodie a pu retrouver sa dignité. Sa famille a pu faire son deuil et la justice a pu être rendue. C'est une victoire fragile, tardive, douloureuse, mais c'est une victoire quand même. En 2025, 32 ans après la disparition d'Élodie, la rue Solferino à Lille n'a pas beaucoup changé. Les immeubles sont les mêmes, les trottoirs sont toujours étroits. Les passants continuent de marcher vite vers leur destination. Mais pour ceux qui connaissent l'histoire, cette rue porte désormais une mémoire invisible, celle d'une jeune femme de 20 ans qui a disparu un soir d'octobre, entre un arrêt de bus et son studio, emportée par la violence d'un homme qui n'a jamais accepté d'être rejeté. Parfois, des étudiants de la faculté de lettres passent par là, sans savoir qu'Élodie Carpentier était l'une des leurs, qu'elle marchait sur les mêmes trottoirs, qu'elle rêvait peut-être de devenir historienne,
de voyager, de vivre une vie ordinaire et heureuse. Mais cette vie lui a été volée, et il aura fallu 22 ans pour que la vérité refasse surface. C'est cette vérité-là, tardive mais implacable, qui continue de hanter les archives du commissariat de Lille, et qui rappelle à tous ceux qui la connaissent qu'aucune disparition ne devrait jamais rester sans réponse. Aujourd'hui, plus de 30 ans après la disparition d'Élodie Carpentier, l'affaire reste gravée dans la mémoire collective du nord de la France comme l'un des cas les plus emblématiques de disparition résolue tardivement. Les archives judiciaires conservent précieusement la lettre retrouvée en 2015. Ce document manuscrit qui a tout changé, qui a permis de briser le silence et de révéler la vérité enfouie pendant 22 ans. Cette lettre est devenue un symbole, non seulement pour la famille d'Élodie, mais aussi pour toutes les familles de personnes disparues qui attendent encore des réponses. Elle rappelle que chaque détail compte, que chaque erreur administrative peut avoir des conséquences dramatiques, et que la vérité, même tardive, reste toujours préférable au silence. La vie des protagonistes de cette histoire a été irrémédiablement transformée par les événements d'octobre 1993. Hélène Carpentier a pu enfin faire son deuil et reposer en paix aux côtés de sa fille et de son mari. Chloé Lefort continue de vivre à Paris, mais elle n'oublie jamais Élodie et participe régulièrement à des associations de soutien aux familles de personnes disparues. Vincent Marot, lui, purge sa peine dans l'ombre, isolé de tous, portant le poids écrasant de ses actes et de son mensonge. Les enquêteurs qui ont rouvert l'affaire ont continué leur carrière, marquée par cette investigation qui leur a rappelé l'importance de ne jamais abandonner, même face aux dossiers les plus anciens et les plus froids. Et Marine Duclos, la jeune archiviste qui a retrouvé la lettre, continue de travailler dans les archives du commissariat de Lille, consciente que chaque document qu'elle manipule pourrait contenir une clé vers la vérité. Mais malgré toutes ces réponses, malgré le procès, malgré la condamnation, une question continue de flotter dans l'air comme une ombre persistante. Combien d'autres Élodie Carpentier dorment encore dans les archives, dans les dossiers oubliés, dans les lettres jamais distribuées? Combien d'autres familles attendent encore dans l'incertitude absolue, sans savoir que la vérité est peut-être là, quelque part, coincée entre deux classeurs, attendant qu'une main attentive la découvre et la ramène à la lumière?